De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet puisqu'ils sont encore avec nous, nos éditorialistes Samuel Gabok, Jean-Marie Bitomo, puis notre invité qui ce soir est avocat, il s'agit de Monsieur Nzamba. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite mobilise les efforts du gouvernement gabonais. Mais dans cette lutte, le gouvernement n'est pas seul. Les organisations de la société civile sont également engagées à lutter contre ce phénomène, un fléau qui mine considérablement le développement économique et social de nos pays. C'est un reportage qui nous a été préparé par notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. En 2015, le Gabon a lancé un plan stratégique de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, réalisé avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Le document vise à renforcer les capacités opérationnelles de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et de l'Agence nationale d'investigation financière. Il devra, in fine, contribuer à améliorer la bonne gouvernance dans le pays gangréné par la corruption. Selon la Banque mondiale, 400 à 500 milliards de francs CFA disparaissent des finances publiques chaque année au Gabon. Malgré les efforts du gouvernement, la tendance ne baisse pas. Face à l'ampleur du phénomène, les organisations de la société civile se sont engagées à accompagner l'État dans la lutte contre la corruption. Comment travaillent-elles sur le terrain? Comment se font les dénonciations? Et quelles suites judiciaires aux dénonciations de corruption? En Afrique centrale, la corruption est une réalité. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, le Gabon a mis en place un certain nombre de structures publiques. De même que de nombreuses ONG de lutte contre la corruption et de blanchiment des capitaux ont vu le jour. Je l'ai créé, c'était par rapport à l'épaisseur de la corruption dans mon pays. Cette corruption qui gangrène tous les secteurs de l'activité privée comme publique et qui est un véritable frein au développement puisque les ressources de l'État sont détournées par une coterie mafieuse qui pille mon État depuis plus d'une cinquantaine d'années et qui empêche le développement tout azimut des autres pays, au point que certains autres pays de la sous-région, qui sont moins nantis que le Gabon, se retrouvent aujourd'hui aux avant-postes et que le mien continue à reculer dans les décombres, si vous voulez, de la pauvreté. Pour être efficace et atteindre les objectifs qu'elles se sont assignés, les organisations de la société civile réalisent des enquêtes de terrain. C'est le cas de Brent Forrest qui dénonce les pratiques peu orthodoxes de certains cadres et agents de l'administration publique et privée. La stratégie nationale de lutte contre la corruption au Gabon, qui a été lancée par le Premier ministre il y a moins d'un an, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Mais nous sommes montés au créneau pour dénoncer les ajustements de l'organe qui est le PNUD qui a été sollicité par l'État gabonais. Financement 100% État gabonais. Mais aujourd'hui, sur les 500 millions qui ont été mis sur la table, il y a seulement 3 actions qui ont été menées, 3 maigres petites actions, mais le gros des financements passe entre les gros salaires des fonctionnaires du PNUD, les voyages des éléments de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, les voyages et des salaires et l'achat de voitures. Mais la lutte contre la corruption en elle-même est reléguée au second plan. Selon Transparency International, le Gabon occupe le 94e rang des pays les plus corrompus au monde. Pour renverser cette tendance, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite s'est engagée à faire dans l'investigation de proximité pour faire avancer plus vite les dossiers à traiter. Actuellement, nous sommes autour de 110 dossiers que nous traitons. Et autour de ces 110 dossiers, nous avons rejeté au moins 14-15 dossiers pour manque de preuves. Et les autres dossiers, nous continuons. Actuellement, nous sommes à presque 4 dossiers que nous avons à la clôture, qui sont prêts à, si l'on peut le dire, à être transmis au parquet de la République. Même au niveau du Gabon, il y a certaines actions qui sont menées. Il y a certaines interpellations. Quand, par exemple, nous avons, avec d'autres ONG, on venait de déclencher une opération, mais propre dans le domaine forestier, dans le cadre de l'exploitation illégale du Cuivazingo. Je pense que nous avons été à la pointe, on a été à la pointe avec certaines ONG, Brent Forrest, et de la dénonciation des études, des enquêtes sur l'exploitation illégale de cette essence phare vers l'Asie. Il y a eu des interpellations, des arrestations au niveau du ministère des Eaux et Forêts, beaucoup sont poursuivis.
N'eût été notre intervention dans ce domaine, dans ce dossier-là, je crois que les choses n'auraient pas bougé. Ça veut dire que ce soit au niveau national, au niveau international, des lignes bougent. Malgré les dénonciations à répétition des ONG et les mesures prises par l'État, le phénomène demeure. En Afrique centrale, le phénomène trouve sa source dans l'impunité et le laxisme des tribunaux nationaux. Mais d'abord, la passivité des pouvoirs publics, l'impunité, le laxisme des tribunaux, la protection dont jouissent certaines personnes que l'on connaît pourtant comme étant les principaux fossoyeurs de l'économie de notre pays. C'est, si vous voulez, la complicité des membres qui appartiennent à la même coterie mafieuse. Il faut aussi l'avouer, une certaine passivité ou indifférence des organismes internationaux qui ne disent pas la vérité, ou bien qui appuient ce système qui continue à mettre à mal notre économie. C'est ça qui justifie aujourd'hui, si vous voulez, une grande propension à la corruption. En termes de stratégie de lutte contre la corruption, le Gabon met progressivement en place des mécanismes fiables pour la sécurisation des recettes budgétaires. De façon concrète, il s'agit de la budgétisation par objectif de programme. Elle va permettre de responsabiliser davantage les gestionnaires de crédit. Cependant, au regard de l'impunité et de la passivité dont font preuve les pouvoirs publics d'Afrique centrale, l'ensemble de l'espace CAC perd chaque année plusieurs millions de francs CFA à cause de la corruption. Monsieur Nzamba, la lutte contre la corruption, un chantier particulièrement important quand on sait à quel point ce fléau freine le développement social et économique de nos États africains. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les États africains disposent de beaucoup de richesses, comme on le sait. Et donc chaque année, je dirais même que chaque jour, il y a beaucoup de dividendes qui sont reversés au trésor public. Et donc cet argent est souvent affecté pour des programmes bien précis pour le bien des populations. Alors la difficulté, c'est que si cet argent ne sert pas concrètement à réaliser les travaux pour lesquels il est affecté, le résultat, c'est que le développement n'est pas au rendez-vous et donc le niveau de vie des populations baisse. Donc souvent, ce qui fait que l'argent ne soit pas au rendez-vous dans le sens d'une utilisation efficace, c'est souvent le phénomène de la corruption. Alors, au Gabon, il faut dire que la lutte contre la corruption est une histoire, depuis 2002. On peut lui dire qu'il y a déjà une direction publique de lutte contre la corruption qui avait été mise en place, notamment pour servir plus dans la prévention et donc lancer des alertes, informer, c'était dans ces cadres. Et à partir de la loi du 7 mai 2003, à partir de là, il y a donc une commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui est mise en place pour essayer, une fois encore, de lutter contre la corruption. Alors, le problème, voyez-vous, c'est que on assiste au Gabon, comme d'ailleurs dans la plupart des pays africains, où les institutions ne jouent pas à la vérité leur rôle. Puisque pour qu'on lutte efficacement contre la corruption, encore faut-il que, d'une part, les autorités administratives indépendantes qui sont mises en place pour précisément prévenir ou encore déclencher des poursuites contre des faits de corruption puissent faire leur travail, encore faut-il que la justice aussi joue son rôle. Parce que si les agences, notamment dans le cas du Gabon, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, reçoit des dénonciations, fait monter ces dénonciations au niveau du parquet, et que le parquet interpelle les personnes qui sont concernées, qui par la suite ces personnes ne sont pas inquiétées, on se rend vite compte que tout l'argent qui est affecté à cette lutte, finalement, ne produit aucun résultat. Et c'est là où, précisément, intervient la société civile. Parce que la société civile a l'avantage, précisément, d'être la gardienne des règles qui organisent une société, sans pour autant être partisan d'une certaine idée, d'une certaine idéologie politique ou avoir des opinions partisanes bien précises. Mais ce qui met en avant une société civile, des organisations de la société civile, c'est plus le respect des règles, notamment en ce qui nous concerne, le respect de la transparence, de la gestion des fonds publics. Donc moi, je pense que dans le cas du Gabon, la vraie difficulté, c'est qu'on ne donne pas suffisamment de moyens financiers aux organisations non gouvernementales qui, précisément parce qu'elles ne sont pas au sein des institutions de l'État, sont plus neutres et plus qualifiées pour avoir une vue plus objective de ce qui se passe. Et donc, parce qu'elles sont désintéressées et qu'elles ne sont pas liées par des allégeances politiques ou autres, elles sont plus à même de pouvoir porter ces combats de la corruption. Alors,
moi, je suis un peu dubitatif parce que quand on voit le rapport du plan des Nations Unies pour le développement de 2011 à propos donc, du bilan de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite au Gabon, on voit bien que dans ces rapports, cette organisation des Nations Unies précise que déjà cette commission, les membres ne sont pas bien formés, c'est ce que ces rapports disent. Pourtant, c'est une commission qui est composée aussi bien par des magistrats que par des personnes issues de la société civile, notamment des avocats, des personnes qui viennent du monde bancaire. Et par ailleurs, 50% des personnes dépositaires de l'autorité de l'État n'ont pas respecté l'obligation de déclarer leurs biens comme l'exige l'article 5 de la loi du 7 mai 2003. Donc on voit bien qu'on a une commission qui est censée atteindre certains objectifs pour éradiquer la corruption. On voit bien qu'il y a un défaut de volonté politique effective pour finalement mettre en œuvre les outils qui sont pourtant là, parce que les outils, on ne peut pas dire que les outils ne sont pas présents, puisqu'on a au Gabon, il y a cette commission qui existe, il y a aussi l'Agence nationale d'investigation financière qui existe. Donc, récemment, en 2011, il y avait un protocole qui a été mis en place pour faciliter les échanges d'informations et de documents entre, d'une part, la commission, et l'agence, la gendarmerie et la police. Et vous remarquerez que dans ces protocoles, les organisations non gouvernementales ne sont pas mises à contribution. Donc moi je pense qu'il faut renforcer le pouvoir des organisations de la société civile pour aider l'État à faire son travail. Oui, Samuel, si on part du principe que c'est à la société civile d'être la garante de la bonne utilisation des deniers publics, il faudrait lui donner plus de pouvoir et peut-être clarifier un peu son statut pour lui permettre une véritable marge de manœuvre. Je pense que tout dépend de la volonté politique au sommet de l'État. Si un chef de l'État veut combattre efficacement la corruption, il a à sa disposition tous les éléments nécessaires. Ce qu'il faut relever, je suis parfaitement d'accord avec mon ami, c'est qu'il y a même une inflation d'institutions et d'organes en charge de plusieurs choses, mais qui reviennent avec le même objectif. Tout ce qui est organes de contrôle, organes de surveillance, organes de régulation, organes d'investigation, organes, je dirais, de contrôle, tous ces organes sont des poches d'enrichissement déjà. Et il faut voir comment les fonctionnaires et tous les potentiels participants à l'animation de ces organes bousculent parfois les portes des ministères ou des présidences pour pouvoir en être membre. Parce qu'on sait très bien qu'à partir de là, on pourra agir sur les autres. Donc il y a tout un système qui est mis en place qui renforce la précarisation de l'État. Il faut bien dire les choses, c'est que, bien évidemment, la société civile et les organisations de la société civile, parce qu'il faut bien faire la distinction entre les organisations de la société civile qui s'intéressent à ces choses-là, notamment les organisations de la société civile à dominante politique, qui s'intéressent à la fois à la protection des droits de l'homme, qui s'intéressent à la publication et au fonctionnement des activités de l'État. Mais il faut que les fonctionnaires et tout ce qui concourt à enfermer l'État dans la corruption participe à la fragilisation de l'État. Parce que de toutes les façons, cet argent qui est pris pour le fonctionnement de l'État, pour le financement des investissements publics, pour le financement des politiques sociales, sont des moyens pour fragiliser l'État. Hier, on parlait des incidences de la chute des prix des matières premières. Et je suis parfois désolé de constater qu'à chaque fois, on tire à boulet rouge sur les étrangers, sur les Occidentaux. Ces fonctionnaires, ces acteurs qui contribuent à alimenter la corruption fragilisent l'État et ne permettent pas à ce dernier de diversifier tout ce que nous revendiquons sur ce plateau. Diversifier l'économie, financer les politiques sociales, financer l'activité des organisations de la société civile. Si la volonté politique n'est pas au sommet, aucun système ne peut combattre efficacement la corruption. Oui, Jean-Marie, puis il est difficile de lutter contre la corruption dans un pays où ce fléau est à tous les niveaux, du policier au député en passant par le fonctionnaire. Dans un tel contexte, c'est difficile d'avoir une vraie marge de manœuvre. Très très difficile, Amira, mais je voudrais revenir d'abord sur un propos liminaire, à savoir que nous parlons ici là de la corruption.
La corruption, c'est quand vous avez, si vous voulez, un individu qui a besoin d'un service et qui vient vous donner de l'argent pour que vous lui rendez ce service-là. Notre débat ne porte pas sur la corruption. Notre débat est relativement simple. Il porte sur les détournements des fonds publics. Je pense bien que nous avons un avocat qui est en face. Ce sont, si vous voulez, deux motifs qui sont complètement différents. La corruption, le détournement des fonds publics, c'est quoi? C'est que vous prenez de l'argent qui est destiné, comme Samuel l'a très bien décrit, qui est destiné à un objectif bien précis. Vous le prenez, vous le détournez à votre propre profit. Donc là-dessus, nous arrivons à quoi? Nous arrivons que, j'ai toujours dit sur ce plateau que de mon point de vue, la corruption, on a beau multiplier, si vous voulez, toutes les organisations, toutes les institutions que vous voulez. Il faut être pragmatique sur les choses. Il ne s'agit pas tout simplement de faire du juridisme. Quand il y a un ministre qui arrive en place, on connaît plus ou moins le niveau de sa fortune. Au bout de 4-5 ans, on est bien capable de pouvoir faire un constat sans avoir besoin d'aller sur des méandres, des enquêtes qui vont se dérouler sur 5-10 ans pour essayer de dénicher, si vous voulez, sa responsabilité là-dessus. Donc, à ce niveau-là, la volonté publique, si vous voulez, au sommet de l'État est défaillante dans tous les États africains. Tout simplement pourquoi ces réseaux-là sont mis en place pour essayer d'arroser, si vous voulez, toute la cour qui est là. Donc, à partir de là, j'ai dit toujours sur ce plateau que pour moi, les détournements de fonds en Afrique, les crimes, pour moi, ce sont des crimes contre le développement. C'est même pas un franc. Pour moi, c'est pas un franc. Dès l'instant que vous avez un individu qui détourne ce qui est destiné au bien commun, au bien public, au bien des populations de tout un État, dès cet instant-là, pour moi, ça devient pratiquement un crime contre la nation. C'est pour moi, pour un ministre qui détourne de l'argent, de mon point de vue, je l'interprète comme étant une atteinte à la sûreté de l'État, au développement du pays. Tout simplement. Alors, Monsieur Nzamba, on parle de détournement de fonds publics. Peut-être revenir très rapidement en Afrique du Sud sur le scandale de la villa de Nkandla, la villa du président Jacob Zuma, puisqu'il a accepté très récemment de rembourser une partie de l'argent public dépensé pour rénover sa résidence privée. C'est un petit peu un aveu et c'est un peu une première également. Oui, c'est vrai. Il faut, moi, je pense qu'avouer, c'est bien. Mais il faut faire dans l'exemple. Voilà, parce qu'on parlait tout à l'heure, notamment, il y a les mœurs et il y a la loi. Et la loi est faite précisément pour discipliner les mœurs. Parce que soit on fait le choix d'être dans une société barbare où chacun fait ce qu'il veut, soit on fait le choix d'être dans une société organisée. Si on fait ces choix, ça veut dire qu'on doit donner la force à la loi pour que la loi précisément arrive à modeler et à pouvoir affiner les mœurs dans le sens de l'intérêt commun. Donc aujourd'hui, quand le président Jacob Zuma avoue et dit qu'il va rembourser une partie, c'est bien, mais quelque part, je pense que je dirais que ce n'est pas suffisant. Dans un pays qui se respecte, il devrait démissionner. Moi, je le dis. Parce que quand on est chef d'État, on est censé être exemplaire dans sa fonction. Je dis bien dans sa fonction. Et si il est avéré, je pense qu'il est avéré, qu'il a détourné de l'argent public pour son propre intérêt, il est indigne à sa fonction, je pense. Et s'il était un homme d'État, il démissionnerait. Donc je pense que s'il y a déjà cet exemple qui vient de l'Afrique du Sud, je pense que ça devrait déjà impulser la société civile africaine pour mettre plus de pression aux hommes politiques. Parce que c'est trop facile de dire que nous sommes dans un pays où tout le monde est corrompu, comment est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, on s'est dit soit on est un homme politique et donc on doit gouverner et régir les faits dans la direction de la société dont on porte la vision, soit on veut gérer un village et puis voilà. Donc moi je pense que pour revenir au sujet, je pense que la corruption est un phénomène qui se décline de plusieurs manières. Donc dans la corruption, il y a l'enrichissement illicite, il y a les détournements, il y a la concussion, il y a la corruption active, passive. Donc pour essayer un peu de préciser. Mais pour rester dans le cas du Gabon, moi je pense que il est difficile pour un État encore jeune comme le Gabon de pouvoir organiser par lui-même sa transparence. Et il faut que la société civile prenne plus de force. Voilà. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous en met tout de suite.